La Guadeloupe, une nouvelle fois primée meilleure collectivité par le quotidien du tourisme. Une gratification importante pour le CTIG. Nous verrons ce qui fait l'attractivité de notre archipel aux yeux de ceux qui le visitent. Et Joël Beaugendre est enfin sorti de sa tanière. Les négociations ont pu débuter avec le personnel gréviste. Seul un point du cahier de revendication aurait été abordé. Le reportage de Karen Diamant dans ce journal. Et c'est la technologie du futur par définition. L'impression 3D a commencé à prendre sa place sur le marché guadeloupéen. Produire n'importe quel objet en quelques minutes, c'est désormais possible. Nous le verrons avec le reportage de Linda Kayarsi. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. C'est une nouvelle qui va redorer le blason du Comité du tourisme des îles de Guadeloupe pour la deuxième année consécutive. Le CTIG a reçu les victoires du tourisme de la meilleure collectivité territoriale. C'est dans le cadre d'une cérémonie organisée hier soir dans un palace parisien que les professionnels du secteur ont reçu ce prix, décerné par le quotidien du tourisme. Une belle reconnaissance. Notre archipel était en compétition avec le Finistère et l'île de la Réunion. Et qu'est-ce qui rend, selon vous, la Guadeloupe aussi attractive? La Guadeloupe vue par les touristes, un reportage de Bénédicte Jourdier. Pour moi, la Guadeloupe est attractive, déjà pour toutes les bonnes choses qu'on peut découvrir ici, notamment les épices. Vous avez la plage qui est magnifique, le soleil, et puis la culture locale aussi qui est juste extraordinaire. Je suis là depuis quelques temps et je découvre au fur et à mesure. C'est vraiment intéressant et j'aime beaucoup. On a déjà fait quelques randonnées et on voit vraiment des paysages très jolis qu'on ne voit pas ailleurs. Et voilà, ce qui m'a plu pour le moment. Moi, je dirais la beauté des plages. Je dirais la plongée, on en a fait 2-3, c'était sympa. On a vu des espèces qu'on voyait pas ailleurs. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. On a vu 2 petits poulpes, là c'était rigolo. Le problème, c'est que quand on est sur la plage, personne ne vient vers nous. Donc du coup, il y a peut-être des activités à faire ici, mais on n'est pas au courant. Donc c'est le point négatif que je trouve. Ah oui, on est tranquille sur les plages, il n'y a pas de personne qui nous dérange, on fait la bronzette tranquillement. It's attractive because of this fantastic landscape. You have mountains in Bastia and beaches in Grother. And for us, we are from Germany. It's perfect. You have euro to pay with. You can come on with here only with. You don't need any passport or something like this. And from Paris, it's easy to reach. And you've always good weather. And yeah. La Guadeloupe est attractive par ses paysages, mais beaucoup moins par son hygiène. Voilà, parce que un petit peu trop de saleté partout, trop de dépôts d'ordures, trop de mégots de cigarettes sur les plages. Moi qui suis moi-même fumeuse, je passe beaucoup de temps à les ramasser. Et il faudrait que les Antillais prennent conscience de ça, parce que je pense que ça peut gêner beaucoup le tourisme et qui devrait faire un peu plus d'attention. Voilà. Je viens de Paris, après Guadeloupe, j'ai grandi une partie, après Nice, retour en Martinique et puis maintenant Guadeloupe depuis 1 an. Et le paradis c'est ici parce que les plus belles plages, les plus belles rivières, l'accueil chaleureux des Antillais, de la Guadeloupe en particulier m'a beaucoup touché. Le retour aux sources pour moi c'est important et je me sens ici chez moi et je me sens bien. Moi je suis éducateur sportif, je suis maître nageur. Et je fais beaucoup de randonnées, beaucoup de choses par moi-même en fait. Et au niveau des infrastructures, même au niveau de l'ONF, au niveau des randonnées, des chantiers pédestres, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Il suffit juste de prendre sa voiture, de s'arrêter et de faire un parcours, d'aller sur une plage, d'aller dans une rivière et on peut profiter de choses qui sont vraiment extraordinaires qu'on ne visite pas tous les jours. Il ne faut pas toujours aller au même endroit en fait. Il faut essayer de sortir des sentiers battus pour découvrir autre chose. Après 1 mois de grève et de sollicitations non honorées, Joël Beaugendre, le maire de Capesterre-Belle-Eau, est enfin sorti de sa tanière. Il a rencontré le personnel gréviste aujourd'hui. Les négociations ont donc pu commencer. Seul un point du cahier de revendication aura été abordé, ce qui laisse présager une longue nuit de négociations. Karen Diamant. En grève illimitée depuis le 2 mai dernier, les agents des services municipaux de la ville de Capesterre-Belle-Eau revendiquaient le non-respect de protocoles d'accords signés, pour certains depuis en 2001. Ils dénonçaient également l'évolution de certaines carrières, mais surtout le manque de compétences du maire en place. On est en service technique à Capesterre, pas même un vestiaire pour les gens qui habillés ou déshabillés. On n'a pas que voiture qui on a l'impression qu'on a un casque là qui est hors d'usage et ces véhicules là stockés en dedans là accompagnés avec des carrosses.
nous avons posé la question pourquoi la commune a donné l'État aussi d'élaborement. Et si vous regardez dans certains cas, c'est vraiment lamentable de service à ça. Donc c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut nous rencontrer nous. Mais pour nous, pour savoir rencontrer nous, quand nous avons signé plusieurs protocoles avec monsieur, il n'y a pas question de signer protocole, il faut nous automatiquement les arrêter qui concernent ces revendications-là. Un maire qui, après 5 rencontres avortées, aura finalement décidé de se présenter ce matin à la caisse des écoles de la ville dans le but d'entamer des négociations autour des 13 points que comportait le cahier de doléances des syndicats. Avec un début des négociations à 10h, une suspension à 13h et une reprise à 17h, il semble que tous les acteurs, y compris le maire, soient encore attablés à la caisse des écoles pour des discussions qui devraient durer. Et l'examen du code de la route sera payant. Les candidats devront payer 30 € à des organismes agréés choisis par l'État. En Guadeloupe, ces premiers centres ouvriront leurs portes dans les prochaines semaines. Mais quel sera l'impact sur les auto-écoles traditionnelles? Élément de réponse avec Karen Diam. À compter du 13 juin prochain, plus question de passer l'examen du code de la route dans un centre administratif, mais plutôt dans des centres privés agréés par l'État. Dans le cadre de l'externalisation du code de la route, c'est-à-dire que ce sont les sociétés privées qui vont faire passer le code, donc l'État s'est rendu compte que dans certains départements, il n'y avait pas encore de centre pour pouvoir faire passer le code par le biais des sociétés privées. Alors, ce qui pose un problème sur le territoire français. Selon le département, si c'est une société privée, il faut payer 30 €. Et quand ce sont les services de l'État, pour le moment, les services de l'État, c'était gratuit. Donc, ils ont décidé de généraliser le paiement des 30 €, que ce soit par le biais des sociétés privées, que ce soit par le biais de l'administration d'État qui fait toujours passer le code. Nous, en Guadeloupe, aujourd'hui, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons avoir les sociétés privées. Il y a eu des effets d'annonce. Alors, il y a 2 sociétés qui sont prévues. C'est la Poste et avec une autre société STG qui devrait s'implanter en Guadeloupe. En attendant, les candidats peuvent déjà se familiariser avec la nouvelle inscription, une démarche plutôt simple à réaliser. Les 30 €, c'est payé directement sur le site des impôts, lesimpôts.gouv. Ensuite, il y a une marche à suivre, tout simplement, et bien suivre les données, et ce qui permet ensuite d'avoir un reçu. Et ce reçu, il faudra le présenter directement à l'inspecteur qui va vérifier si cette redevance a été payée ou pas. Donc c'est directement sur le site de impôts.gouv qu'il faudra payer les 30 €. Donc ça ne rentre pas dans les caisses des auto-écoles. Si cette nouvelle réforme ne semble pas porter préjudice aux auto-écoles traditionnelles, le problème reste pour elles la gestion d'entreprise. Nous avons été particulièrement embêtés parce qu'on nous a tout simplement supprimé ce qu'on appelle les frais d'examen. Alors moi, comme j'ai tendance à dire, dans le milieu d'auto-école, nous ne sommes pas des entreprises où nous avons un chiffre d'affaires très important. Ce sont des très petites entreprises que nous avons en Guadeloupe au niveau des auto-écoles. En supprimant les frais d'examen, ça a été ensuite remplacé par ce qu'on appelle des frais d'encadrement. Nous avons eu tout simplement une perte sur le chiffre d'affaires. Et comme il y a une perte sur le chiffre d'affaires, pour les écoles de conduite ayant des salariés, ça veut dire qu'on a des difficultés aujourd'hui de faire face à nos charges sociales, fiscales. Donc c'est sur le plan de la fiscalité que ça nous pose aujourd'hui un problème. Bien que les conditions ne soient pas encore totalement réunies pour appliquer cette nouvelle réforme, elle devrait tout de même être très avantageuse pour les candidats. Quand c'est organisé par l'État, donc ce n'est pas encore privé, nous avons des séances de code entre 7h et 13h. Et les sociétés privées, bien évidemment, pour pouvoir rentabiliser un peu le marché, vont pouvoir nous proposer des tranches horaires beaucoup plus larges. Donc, c'est-à-dire que les candidats pourront passer le code le matin, l'après-midi et voire le samedi matin. Avec l'externalisation du code de la route, fini les délais d'attente qui pouvaient être de plusieurs mois. Il est l'un des phénomènes climatiques les plus violents au monde qui n'épargne pas nos régions. Je parle bien des cyclones, à la fois fascinants et effrayants. Des cinéastes ont réalisé un documentaire en 3D nommé Ouragan, sorti hier au cinéma, l'occasion de nous intéresser à ce phénomène qui nous concerne de très près. Françoise Panier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de géographie à l'Université des Antilles. Alors, ce film, qui sera prochainement dans les salles en Guadeloupe, raconte l'histoire de Lucie, un ouragan qui naît en Afrique, grandit, traversant la moitié du globe pour venir mourir sur les côtes américaines. Je vous invite d'abord à regarder un court extrait de celui-ci. D'accord. J'aurais pu être un simple nuage, un petit vent, comme ceux qui naissent et qui meurent chaque jour dans les plaines d'Afrique centrale. Mais en ce jour de mois d'août,
weather disturbance forming over Senegal? The National Hurricane Center asks that you keep an eye on that system. La pression chute. Je peux entamer ma métamorphose. Acaba de convertirse en un huracán categoría 1. Make this a tropical storm, Lucy. Copy, Lucy. Las lluvias que caían y el río que comenzaba a crecer. Yo no quiero morir aquí. Clearing Puerto Rico and heading towards Cuba. Vous ne me connaissez pas tant que vous n'avez pas vu mon cœur. Lucy's grown massive since yesterday. El huracán Lucía es una amenaza real. Track heading towards Louisiana. We have 200 people we have to get out of here. Which that's fast, guys. That's just a few minutes. Lucy is officially dead. Vos pires cauchemars sont au chevet des sommets dont je suis capable. Huracán puede ser una bendición en tu vida. Je suis un acte de dictature qui rétablit l'équilibre. Des images impressionnantes. Est-ce que, Françoise Pagnier, vous pouvez nous expliquer le cycle de vie d'un ouragan ? Je voudrais déjà dire que ces images sont très intéressantes parce qu'elles montrent bien toute la période de préparation, d'urgence et puis les moments où on se trouve au cœur du phénomène qui est un phénomène extrêmement spectaculaire, mais il y a d'autres phénomènes qui sont encore plus violents comme les tornades et qui peuvent être extrêmement meurtriers. Alors ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des phénomènes tout à fait naturels qui ont toujours existé à la surface de la Terre. C'est pas parce qu'on en parle qu'on montre des images aujourd'hui qui n'existaient pas auparavant. Rappelez-nous un petit peu le cycle de vie. Alors, un cyclone dure quelques jours, hein, donc on va employer un terme, c'est une perturbation, donc c'est une dépression qui se déplace dans les courants atmosphériques généraux, notamment dans l'Alizé ou bien ailleurs dans la mousson. Donc quelques semaines, quelques jours, une quinzaine de jours maximum, et la perturbation prend toute son énergie sur l'océan, sur la mer. C'est l'énergie des eaux chaudes, donc situées aux basses latitudes, là où nous nous trouvons. C'est cette énergie qui est puisée et qui donne à la machine de l'ouragan toute sa puissance, à la condition que cet ouragan rencontre des conditions favorables sur son cheminement. Et c'est heureusement, beaucoup de dépressions, de perturbations ne se transforment pas en ouragan. Seules quelques-unes de ces perturbations, qui sont très fréquentes pendant la période cyclonique, c'est-à-dire pendant l'hivernage, de juin à novembre globalement chez nous, c'est seulement quelques-unes de ces perturbations qui vont trouver toutes les conditions favorables pour se développer et donner ces phénomènes extrêmement puissants, dévastateurs, meurtriers, mais qui le sont beaucoup moins maintenant qu'ils l'ont été par le passé. Comment expliquer cette situation alors, qu'il le soit beaucoup moins aujourd'hui qu'avant ? Tout simplement parce qu'on a des moyens de prévenir ces phénomènes. Auparavant, les personnes étaient littéralement livrées aux éléments, sans moyens de défense. Ils n'étaient même pas informés de leur occurrence, de leur arrivée. Aujourd'hui, on a des moyens de prévenir. On a d'énormes systèmes de surveillance, surveillance par les moyens des satellites. Nous avons des avions chasseurs de cyclones. Nous avons d'énormes moyens aussi d'observation à proximité des terres, comme les radars, les images radars qui permettent de donner des estimations précises des précipitations. On a les moyens d'anticiper, de se préserver des vents cycloniques. Par contre, tout ce qui est eau, inondation, submersion marine, il n'y a qu'une solution, c'est évacuer. On n'a pas le moyen de se protéger d'une submersion marine. Il ne faut pas être là où se trouve l'eau. Et aujourd'hui, le danger le plus important, c'est lié à l'eau. Du reste, les images sont très spectaculaires et elles montrent bien les phénomènes d'inondation, de submersion qui sont extrêmement dangereux. Mais le vent tue moins que par le passé. Deux phénomènes océaniques affectent le régime, en tout cas des vents, El Niño et son pendant la Niña. Quel est leur impact sur les cyclones ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous savons que le temps, le climat, d'une année à l'autre n'est pas le même. On aura des carèmes plus ou moins secs, des carèmes moins secs que les autres, et des hivernages ou des saisons pluvieuses qui le sont davantage que d'autres. Et ce que les scientifiques ont mis en évidence, c'est qu'il y a des rapports entre
nos saisons à nous et ce qui se passe dans le Pacifique. Certaines années, il y a des phénomènes d'eau chaude qui se trouvent sur les côtes de la Colombie, les côtes pacifiques de la Colombie et de l'Équateur. Lorsque ces eaux chaudes arrivent le long de ces côtes, il y a de fortes précipitations sur le Pacifique. À l'inverse, nous, puisque toute la circulation atmosphérique se trouve modifiée, nous sommes dans une période au contraire où les carèmes sont plus secs, les hivernages sont moins arrosés que la normale. C'est du reste c'est ce qui s'est passé en 2015, puisque nous sortons d'une période de Niño. Donc ce qui se passe dans le Pacifique impacte aussi partout aux basses latitudes, et les modifications de la circulation atmosphérique générale qui se passe sur le Pacifique ont des répercussions sur ce qui se passe aussi chez nous. Par contre, lorsque c'est l'inverse, lorsqu'il y a des eaux très froides qui arrivent sur les côtes donc pacifiques de la Colombie ou de l'Équateur, ou même plus bas, lorsque ces eaux sont très froides, lorsqu'elles arrivent, eh bien nous c'est l'inverse. La circulation atmosphérique générale n'est plus véritablement la même chez nous. Nous avons au contraire des eaux plus chaudes dans l'Atlantique et nous avons des phénomènes de pluie plus abondantes et a priori peut-être de cyclones plus nombreux. Donc c'est cette corrélation entre ce qui se passe dans le Pacifique et ce qui se passe dans l'Atlantique qui a été prouvée et qui montre non pas que les Niños ou les Niñas donnent plus ou moins de cyclones, mais tout simplement qu'il y a un déplacement des zones où il y a du beau temps ou du mauvais temps le long de l'équateur. Et bien évidemment, ce déplacement, il part fondamentalement de ce qu'il y a dans le Pacifique, qui a des impacts sur toutes les basses latitudes, notamment sur nous, sur l'Atlantique. Donc le Niño ne détermine pas moins de cyclones ou la Niña, mais par contre, ce sont des indicateurs qui montrent que lorsqu'il y a un Niño, c'est plus sec dans la Caraïbe, un épisode Niña, c'est au contraire plus arrosé et éventuellement plus cyclogénétique. Alors la saison cyclonique a commencé le 1er juin, ce phénomène nous est familier, mais sait-on à quoi servent les ouragans ? Les ouragans, ils dévastent beaucoup, ils détruisent beaucoup, mais ils servent fondamentalement à un rééquilibrage énergétique de la planète. Nous avons d'immenses quantités de calories qui s'accumulent aux basses latitudes, c'est là où il fait très chaud. Par contre, nous avons des frigories où le froid s'accumule aux hautes latitudes, même si ça a tendance un petit peu à changer. Eh bien, il faut que tout cela soit équilibré et les ouragans ont toujours existé et ils permettent de transférer l'énergie en excès des basses latitudes où nous sommes vers les latitudes extratropicales. Donc ils sont absolument utiles. Et malheureusement, ils ne peuvent pas disparaître. Ils font partie des équilibrages de la planète. Les scientifiques sont divisés sur cette saison cyclonique qui nous concerne. Certains prédisent qu'elle sera active et d'autres non. Vous, quel est votre avis en tant qu'experte ? Alors, il faut consulter un petit peu ce qui est noté sur les sites de Météo France, sur les sites de la NOAA, les sites nord-américains. Le grand Niño 2015-2016 s'achève, il s'est pratiquement achevé en mai, c'est ce qui est indiqué. En juin, nous sommes dans une période neutre et progressivement, mais tout doucement, nous devrions nous acheminer vers une période Niña, c'est-à-dire que ce qui est dit, Météo France le précise, juin, juillet, août ne devrait pas avoir d'activité exceptionnelle, mais les Américains ajoutent que nous sommes en situation de préalerte Niña qui devrait se mettre en place à l'automne, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, et en hiver, décembre, janvier, février. Donc, il se pourrait que l'activité cyclonique soit plus importante, en tout cas que l'an dernier. Mais attention, il s'agit de prévisions climatiques, pas du tout de prévisions météorologiques. Climatique, ça veut dire que c'est pour les mois à venir. Il y a des marges d'incertitude, il y a des fourchettes, des estimations, et la réalité risque de se trouver dans cette fourchette ou bien au-delà, mais ce n'est qu'une approximation. En tout cas, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une activité cyclonique plus importante que l'an dernier. Alors, il y a même des estimations chiffrées avec des perturbations nommées, c'est-à-dire avec des vents moyens soutenus d'au moins 63 km/h, force tempête ouragan, de 10 à 16 pour l'année, et des ouragans qui peuvent varier, notamment des ouragans majeurs de 1 à 4, mais attention, c'est pour le bassin atlantique.
Nous, nous sommes qu'une petite pastille dans ce bassin atlantique. Donc si un ouragan arrive sur nous, c'est que nous n'aurons vraiment pas de chance. Françoise Pagné, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage sur ce phénomène. Et nous poursuivons ce journal avec ce rebondissement spectaculaire concernant l'affaire Seregmia. Fred Selimène a été radié par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'ancien directeur du laboratoire de recherche de l'Université des Antilles, soupçonné de malversation, ne pourra plus exercer dans aucune université. Mais celui-ci conteste cette révocation. Il a saisi aujourd'hui le Conseil d'État. Reportage Guy-Raphaël René d'ATV Martinique. Destitué de ses fonctions par décision de la commission disciplinaire du ministère de l'Enseignement supérieur, Fred Selimène, l'ex-directeur du Seregmia, joint par nos soins aujourd'hui, ne comprend pas cette révocation qu'il considère comme une conspiration politique. De leur côté, les représentants de l'université se réjouissent de l'avancée du dossier et espèrent un retour rapide à la sérénité au sein de l'université. Davantage qu'une réaction de satisfaction, parce qu'on ne se réjouit jamais du malheur de certains collègues, quel que soit ce qu'ils ont fait, mais ce qui s'est passé est véritablement grave, et nous sommes quand même heureux que la réalité du dossier ait été reconnue. Il y a eu des dérives graves à l'université pendant plusieurs années, et enfin, Madame la Présidente a eu le courage d'affronter ces difficultés afin d'y mettre un terme. L'université n'est pas un lieu où on se livre à du gaspillage des deniers publics, à des dérives financières et surtout atteignant ces montants. Pour rappel, Fred Selimène avait été mis en examen en juin 2015. 8 chefs d'accusation ont été retenus contre lui, dont ceux de détournement de fonds publics et escroquerie en bande organisée. Pour l'instant, Fred Selimène attend le procès-verbal de la décision d'hier de la commission afin de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d'État concernant sa révocation. Et après les responsables de gouvernement d'Antigua et de Barbuda, c'était au tour du Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, d'être reçu par le préfet de région, Jacques Billan, et l'ambassadeur de France auprès des pays, des organisations des États de la Caraïbe orientale. Avec la Dominique, il existe déjà une coopération très avancée sur les questions de sécurité. On écoute l'ambassadeur Éric de la Moussaille et Roosevelt Skerrit, tous deux interrogés par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. La Dominique, c'est une réunion institutionnalisée, c'est-à-dire que c'est une réunion qui a lieu depuis plus de 10 ans. On sera à la 4e session. La Dominique aura un relief particulier puisque le Premier ministre lui-même, c'est-à-dire le chef du gouvernement, c'est-à-dire quasiment le chef de l'État dans un pays comme la Dominique, a voulu venir ici lui-même participer aux travaux, ce qui est tout à fait exceptionnel. C'est dire l'importance qu'il attache à la réunion de cette commission de sécurité, qu'il a d'ailleurs lui-même créée en 2005 lorsqu'il était nouvellement nommé Premier ministre, puisqu'il est Premier ministre depuis très longtemps. C'est un jeune et dynamique Premier ministre qui tient à suivre ces dossiers de très près. We're here in Guadeloupe for the day to meet with the prefect and Je suis ici aujourd'hui principalement pour discuter de problèmes de sécurité. Nous avions une réunion ce jour en préfecture à ce sujet. Et il s'agit d'une problématique centrale pour la Dominique, de permettre de rétablir un espace sûr pour les enfants, pour la population, et permettre à tout un chacun de pouvoir profiter d'une plage à gosier sans se soucier de problèmes de sécurité, d'entrée de drogue ou autre. Donc la sécurité reste la problématique centrale et c'est pour ça que nous étions là aujourd'hui. Alors il est vrai que la question des barrières maritimes est souvent posée. Elle entraîne certaines tensions au niveau du domaine de la pêche, mais nous estimons qu'il y a suffisamment de ressources pour que tout chacun puisse s'y retrouver. Effectivement, il faut respecter les zones de pêche agréées. Toutefois, nous sommes là surtout pour discuter de solutions et trouver des solutions par rapport à ces problématiques de sécurité. Nous ne sommes pas là en confrontation, il s'agissait vraiment de travailler en coopération sur des mesures qui peuvent être mises en place par rapport à ces problèmes de sécurité. Mutual concern to us and to see how we can find solutions to it.
Et le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, en a profité pour saluer les représentants des collectivités majeures avec lesquelles il entretient depuis de nombreuses années des relations de coopération, mais surtout d'amitié très forte. Une visite suivie par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Roosevelt Skerrit, Premier ministre de la Dominique depuis 2004, entretient avec la Guadeloupe des relations d'amitié et de coopération très fortes. L'homme fort du gouvernement dominicain, invité par le préfet Jacques Billan, a tenu à venir saluer les élus guadeloupéens. Les relations avec la Dominique sont très fortes et je suis ici aujourd'hui pour vous faire part de notre amitié, remercier aussi de la solidarité dont la Guadeloupe a fait preuve, notamment lors du passage de la tempête Erika en Dominique. Nous avons parlé effectivement des avancées qui en sont résultées depuis. Et voilà, il était venu nous remercier et nous dire à quel point la Dominique était reconnaissante à l'égard de l'action conduite par la présidente du conseil départemental. Des relations qui ne datent pas d'hier et que le chef du gouvernement dominicain continue de cultiver avec plaisir. As you know, Dominica served as a place of safety or a safe haven for the French soldiers during the Vichy regime. La Dominique a été un refuge pour beaucoup de Guadeloupéens, notamment pendant le régime de Vichy. Et les relations entre la Guadeloupe dépassent le lien politique. Il s'agit vraiment de relations entre les familles, des familles de Guadeloupe habitant en Dominique ou de Dominique habitant en Guadeloupe. Donc la relation entre la Guadeloupe et la Dominique n'est pas seulement politique, c'est surtout une question d'amitié entre deux pays. Une rencontre protocolaire et cordiale qui a permis de faire le tour des dossiers. Ça a été naturellement une occasion de faire un tour d'horizon sur les grandes priorités que nous portons ensemble et sur lesquelles nous pourrions travailler ensemble, la culture, l'économie sociale et solidaire, les déchets. Roosevelt Skerrit a terminé son propos par un message fort en direction de la jeunesse guadeloupéenne. They must understand that they have a wonderful country. Guadeloupe a des atouts certains pour tout ce qui est éducation, accompagnement de la jeunesse. Et il est dommage parfois de retrouver effectivement des jeunes qui se retrouvent dans la rue sans activité, etc. Donc si je dois lancer un appel aujourd'hui, c'est appeler ces jeunes à profiter de ces avantages qu'ils ont à habiter en Guadeloupe, à disposer d'un système éducatif de qualité, à avoir des opportunités et de se saisir de ces opportunités pour donner un sens à leur vie, pour faire avancer le pays et permettre que la Guadeloupe se développe en toute sécurité. Roosevelt Skerrit a ensuite rencontré Harry Chalus, président de région, pour faire le tour des dossiers prioritaires. Nous vous en parlions hier, un père de 38 ans s'est noyé dans la mer aux Diamants en Martinique. Le corps de ce dernier a finalement été retrouvé ce matin sur la plage de l'Anse-Cafard. Des accidents tragiques que redoutent les professionnels de la Société nationale de sauvetage en mer. Ils ont procédé à un exercice de secours aux personnes en danger en mer. Le reportage est signé Loïc Régis d'ATV Martinique. C'est aux alentours de 11h que le corps de l'homme qui avait disparu hier est retrouvé sans vie. La dépouille flottait non loin du bord à l'Anse-Cafard où un randonneur donne l'alerte, à quelques centaines de mètres des lieux du drame. Ce matin, il y a eu un hélicoptère, 3 bateaux qui faisaient des allers-retours et vers 11h, on a entendu la voiture des pompiers qui allait vers l'Anse-Cafard et voilà, en fait, on a entendu qu'on avait retrouvé le corps. La plage du Diamant est réputée pour sa dangerosité et son courant. De nombreux baigneurs ont renoncé à y mettre les pieds. J'ai voulu prendre mon fils qui commençait à partir avec le courant et je suis tombée moi-même dans un truc, dans une vague et j'ai pas pu. Je suis sortie mais de justesse. Donc depuis je n'y vais plus. C'est pas la première fois que j'entends ce qui s'est passé hier en fait. Donc les risques de noyade sont quand même bien présents sur cette plage-là. Donc faut faire attention. Pour prévenir les drames, certains ont fait du secours en mer leur vocation. Les hommes de la SNSM pratiquent des exercices de sauvetage une fois par semaine. 10h30, un individu tombé de son embarcation est en péril dans les eaux agitées. Il faut rapidement intervenir. Le timing et la communication sont les maîtres mots d'une opération réussie. L'entraînement aussi permet de maîtriser tous les gestes à la perfection.
c'est la majorité des cas sur lesquels on s'entraîne de façon à être vraiment opérationnel le jour où on a besoin d'intervenir sur une victime à l'eau, qui est vraiment le cas extrême. Le succès, c'est automatiquement de récupérer une victime sans incident le plus rapidement possible. Je pense que c'est vraiment le plus important dans ce genre d'opération. Des interventions qui nécessitent souvent de gros moyens. L'appui de l'hélicoptère de la sécurité civile est un atout majeur. Il permet une évacuation rapide des victimes. Récupérer une personne à l'eau, c'est très difficile parce qu'en fait, il faut déjà arriver à la localiser. Et avec l'aide du CROSS, on arrive à avoir, et en fonction du courant, de la météo, du vent, on arrive à avoir à peu près un secteur de recherche, mais ça devient très difficile, et surtout dès que la nuit tombe. Malheureusement, tous les drames ne peuvent pas être évités, à l'image de l'accident qui s'est produit hier. Les secouristes de la Société nationale de sauvetage en mer sont des bénévoles. En France, ils sont 7000 à donner du temps pour tenter de sauver des vies. Et les capacités aquatiques de 600 collégiens de Cayenne étaient évaluées aujourd'hui en Guyane. Une opération menée par le comité de natation et le rectorat, suivie également par nos confrères d'ATV Guyane. On regarde. Pour ces jeunes élèves, l'heure est aux examens. Non pas en salle de classe sur un quelconque devoir de mathématiques ou de français. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est savoir nager. Vous allez entrer dans le cerceau, vous allez prendre un objet lesté. C'est dans un parcours bien défini que ces élèves de CM2 doivent montrer leurs aptitudes à la nage, le crawl, le papillon ou encore la plongée. Tout est mis à l'épreuve. Ne pas avoir peur de l'eau, savoir rentrer dans l'eau, aller sous l'eau, chercher les choses dans l'eau, passer dans les cerceaux. C'était important pour moi parce que je veux savoir si je savais bien nager. Il y a souvent des accidents à la piscine et des choses comme ça. Et peut-être que nous, on pourra sauver des vies ou même ça peut servir pour si on fait des compétitions ou ce genre de choses. Plus de 200 élèves ont donc plongé dans ce bassin de la piscine olympique de Baduel. Car à la veille de leur entrée en 6e, savoir nager devient obligatoire. C'est obligatoire à nager et là ils sont dans un palier pour le CM2, pour l'élémentaire, mais ils auront un autre palier au niveau du collège. Pour les enfants c'est important parce que ça leur permet d'être des citoyens ayant les moyens de se débrouiller en cas de problème. Nous sommes un pays d'eau, si jamais il y a un accident, que la voiture tombe dans l'eau, il faut que l'enfant soit capable de se débrouiller, de se libérer d'une voiture, d'une chute d'eau et de regagner le bord. Donc c'est important, c'est pour ça qu'on ne plaisante pas avec ce test de natation. Avec un pourcentage de plus de 70% de réussite, chacun d'entre eux repart avec un diplôme d'aptitude à la nage, prêt à plonger en 6e dès l'an prochain. Et la collecte régionale de la Banque alimentaire de la Guadeloupe aura lieu demain et samedi dans les principaux supermarchés. L'institution fait appel à votre générosité. Pierre Lubin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Banque alimentaire de la Guadeloupe. Oui. Alors, cette année, comme à l'accoutumée, les bénévoles seront munis de leur gilet orange pour recueillir les denrées alimentaires. Comment cela va-t-il se passer ? Écoutez, nous avons la commission de collecte qui s'est réunie toute la semaine, qui a tout organisé, qui a mis tout en place. Nous avons une 50aine de points de collecte sur toute la Guadeloupe, notamment sur la Côte-sous-le-Vent, où nous avons été reçus par les différents responsables des centres commerciaux. Et donc, nous avons reçu l'appui et l'aide de certaines personnes pour la Côte-sous-le-Vent qui vont stocker les marchandises sur place et nous allons les récupérer par la suite. Alors, cette année, vous devez gérer, je crois, l'urgence. Les stocks sont quasiment vides. Vous êtes d'ailleurs dans l'attente de nouveaux envois venus d'Europe, mais qui arriveront au mois de septembre. Comment expliquer cette situation ? Les Guadeloupéens sont devenus moins généreux ou la demande a augmenté ? Écoutez, nous avons 2 collectes par année. Nous avons la collecte régionale qui se passe donc demain, vendredi et samedi. Et nous avons la collecte nationale qui se passe la 3e semaine du mois de novembre. Ce qui fait qu'entre novembre et aujourd'hui, nous avons beaucoup distribué, donc ce qui peut expliquer une baisse de nos stocks. Mais nos stocks ne sont pas vides. Si nous avons une urgence à laquelle il faut faire face aujourd'hui, nous saurons faire. Il faut savoir que tout le long de l'année, nous recevons des denrées des agriculteurs du Nord Grande-Terre
et que nous avons un accompagnement régulier qui nous permet de faire face à la demande. Quelles sont ces institutions qui vous accompagnent? Les agriculteurs du Nord-Grande-Terre, les supermarchés également? Ah oui, c'est-à-dire que nous récupérons des produits de toutes les grandes surfaces de la Guadeloupe, ainsi que les agriculteurs locaux du Nord-Grande-Terre, comme je vous ai dit, qui nous approvisionnent en légumes, en fruits, au moment des récoltes. L'an passé, vous aviez réussi à collecter plutôt 48 tonnes de denrées. Quel est l'objectif pour cette année? Écoutez, pour faire globalement, nous avons distribué en 2015 437 tonnes de denrées alimentaires. Nous avons récupéré et nous avons distribué 403 tonnes. Ça représente combien de familles? Ça représente 4282 familles et pour 1283 bénéficiaires. Nous avons récupéré 48 tonnes au niveau de la collecte régionale. Nous espérons retrouver la générosité guadeloupéenne et augmenter au niveau du tonnage la ramasse pour essayer d'atteindre entre 50 et 60 tonnes. Est-ce que cette demande en Guadeloupe est en augmentation? Écoutez, la demande est en rapport avec la crise. On constate de plus en plus, les gens sont dans le besoin, le reste à vivre diminue, et donc nous avons beaucoup de familles qui arrivent dans cette situation de précarité et qui sollicitent l'aide alimentaire. Et est-ce que les Guadeloupéens, finalement, répondent aussi à cette demande? Sont-ils devenus plus ou moins généreux? C'est-à-dire qu'on l'a constaté par le passé. Le Guadeloupéen est toujours solidaire. Quand il y a une action de solidarité qui se manifeste, le Guadeloupéen se réveille et participe à cet élan de solidarité. Le Guadeloupéen est toujours solidaire pour donner. Alors je rappelle que cette collecte aura lieu demain et samedi également dans les supermarchés. On peut tout donner? Pas tout. C'est-à-dire que les denrées fragiles telles que les yaourts, les biscottes, le pain, il faut éviter. Il faut donner surtout des produits qui peuvent être conservés, des conserves, des choses qui peuvent être conservées dans la durée. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Mais nous allons parler d'un procédé généralement utilisé lors de la fabrication de pièces complexes dans le domaine de l'aéronautique ou encore de l'architecture. Il s'agit de l'impression en 3D. Le 30 avril dernier, une franchise spécialisée dans ce domaine s'est installée à Jarry. Il s'agit du premier magasin de ce type en Guadeloupe. Il permet de produire en quelques minutes n'importe quel objet. On regarde ensemble le reportage de Linda Kayarsi. Depuis plusieurs semaines, la 3D est en train de conquérir le marché guadeloupéen. Alors, Matrix 3D, c'est un jeune réseau, on va dire que c'est un jeune réseau, puisque moi je suis entrepreneur depuis quelques années. C'est un jeune réseau qui a démarré, je crois, il y a 2-3 ans. Généralement, tout ce qui est impression 3D, ça se fait via le net, etc. Donc, c'est vraiment le premier réseau boutique, entre guillemets boutique, sur la métropole. Ici, on révolutionne la modélisation et l'impression 3D avec du matériel de haute technologie. Alors, nous avons plusieurs types d'imprimantes 3D. Donc, on a plus ou moins une gamme entre guillemets, pour les particuliers et une gamme pour les professionnels. Donc là, on est plutôt on est sur des gammes pour les particuliers, donc qui commencent à des coûts de 300 € jusqu'à 1 500 €. Et sans oublier le body scanner, la pièce maîtresse de la boutique. La 3D n'a plus de limite. Alors là, nous sommes sur ce qu'on appelle un body scanner. Ça nous permet de numériser une personne. Après le scan, il y a une partie retouche, éventuellement du visage, etc. Et ça part après à l'impression. Donc là, nous sommes sur des impressions, soit on peut imprimer sur du plastique, soit on peut imprimer sur en céramique, pardon. Destiné à la fois aux professionnels et aux particuliers, l'entrepreneur offre une gamme complète de services comme la vente d'accessoires et de consommables 3D, mais aussi de produits personnalisés. Si vous avez déjà votre objet modélisé, entre guillemets, ça veut dire que vous avez déjà dessiné, il est déjà en 3D, on lance votre impression. Tout ce qui est modélisation, si vous n'avez pas encore l'objet, vous avez une idée de l'objet, on peut aussi la modéliser et vous l'imprimer. L'avantage, c'est que cet objet se casse à nouveau. Pour une raison ou une autre,
On a toujours le fichier, on peut toujours le réimprimer. Bref, un savoir-faire qui s'adapte aux besoins et au budget de chacun. Objectif, rendre l'univers 3D accessible à tous. Et à vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. La circulation sera modifiée à Baie-Mahault dans les rues Emmanuel Kondo, Pasteur et Verdun, demain de 6h à 14h en raison de travaux d'enrobés. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, le rappel des titres. À tout de suite.